Bonjour à tous, c'est Simon, bienvenue dans les news, c'est vendredi, on est fatigué et il y en a plein. On commence tout d'abord avec un truc qui vient de tomber, ça va nous prendre une seconde. On sait désormais que Kaamelott a une nouvelle date de sortie au cinéma. Le long métrage écrit et réalisé par Alexandre Astier débarquera le 21 juillet. Sauf si, bien sûr, c'est encore le bazar, ce qui est fort possible. Bref, rendez-vous à tous les Kaamelottiens et Kaamelottiaises et à tous les gens qui aiment Kaamelott le 21 juillet. Attention, on commence par une info assez légère, mais que moi je trouve assez intéressante, qui concerne le Batman annulé qu'aurait dû écrire et réaliser Ben Affleck. Et évidemment, interprété. Eh bien, dans le podcast américain Happy, Sad, Confused, l'acteur Joe Manganiello, celui qui devait interpréter Deathstroke, s'est un petit peu confié. Il a dit notamment qu'il avait commencé, avant que le film soit annulé, à travailler avec Ben Affleck sur son personnage en regardant les bandes annonces, les vidéos, les trailers de Batman Arkham Origins, dans lequel apparaissait notamment Deathstroke lors d'un combat mano à mano avec Batman. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette info vient compléter une précédente qui était arrivée également via ce podcast, Happy, Sad, Confused, dans lequel le chef opérateur du film avait expliqué que une des pistes, sinon la piste narrative principale que voulait explorer le long métrage, c'était de mettre Batman dans l'asile d'Arkham. Et déjà à l'époque, on avait évidemment pensé à la saga Arkham et spécifiquement aux jeux vidéo Arkham Asylum, qui est un classique qui était sorti il y a une dizaine d'années, si je dis pas de bêtises. Et alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Déjà parce que je trouve que c'était une piste maligne, véritablement. On l'a bien vu, les jeux Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, etc., avaient su proposer une véritable alternative esthétique et philosophique dans leur approche de Batman à celle de Christopher Nolan, à la trilogie nolanienne du Dark Knight, qui était encore dans toutes les mémoires à l'époque. C'est donc bien signe qu'il y avait une vraie réussite là-dedans, certes en tant que pur jeu vidéo, du côté du gameplay, du côté dans sa dimension ludique, mais je pense véritablement dans le rapport qu'entretenaient ces jeux avec la matière première, avec la mythologie de Batman, et je pense qu'on est nombreux à le penser. Donc tout ça pour dire que c'est un film que nous ne verrons donc probablement jamais, c'est bien dommage. En revanche, disons-nous peut-être que ce serait quand même une bonne idée de foutre ce bon vieux Batman à Arkham, que à plein des égards, ce serait une excellente manière de renouveler, ressourcer le personnage au cinéma, j'entends, tout simplement parce que ça nous permettrait d'utiliser un pan de la mythologie qu'on n'a pas utilisé 3 milliards de fois au cinoche. Bien sûr, on a déjà cité l'existence d'Arkham, bien sûr, on l'a déjà un petit peu vu, y compris dans Joker de Todd Phillips il y a quelques temps, mais néanmoins, on peut pas dire que c'est le lieu et au cinéma, sur le grand écran, la valeur iconique qu'il a dans les comics. Or, c'est un des lieux fondamentaux de la mythologie de Batman. Il y a quelques épisodes qui s'y passent qui sont absolument fascinants, qui sont très impressionnants. Il y a un potentiel scénaristique, j'ai envie de dire, infini, parce que c'est là que sont enfermés les adversaires de Batman, ça nous oblige à le confronter aux questions de sa santé mentale, et donc, in fine, ça peut permettre de renouveler les motifs de Batman au cinéma. Batman qui, à mon sens, est un petit peu trop enfermé aujourd'hui, on va dire, dans le canon classique des super-héros à base de très grands spectacles et de destruction totale et de pyrotechnie. Batman, c'est aussi le meilleur détective du monde, c'est aussi un être qui se cache dans les ombres, et puis qui est un type torturé, mais torturé, c'est pas juste je suis dark, ça va pas. C'est aussi tout simplement des questionnements sur sa propre santé mentale, sur le sens de son action, et l'enfermer à Arkham, ça aurait du sens. Bref, chez Warner, réfléchissez-y, fai+nous du Batman à Arkham, on en a envie. Ensuite, alors là, une grosse news, un truc qui est très important, on va vous parler du fonctionnement du cinéma français, notamment de Canal+, du CNC et des plateformes. Rassurez-vous, on va pas vous balancer 3 milliards de chiffres à la figure, mais on va quand même vous dire 2-3 bricoles qui nous semblent extrêmement intéressantes parce que elles vont décider du visage qu'aura le cinéma français et sans doute le cinéma européen dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Actuellement, il y a 2 grandes négociations mêlées qui sont en train de se dérouler et qui sont d'une extrême importance. Déjà, le CNC et l'État français sont en train d'essayer de transcrire en droit français ce qu'on appelle la directive SMA. La directive SMA, c'est une directive européenne originellement que donc on va traduire dans le droit français. Elle a pour but en gros d'encadrer comment les plateformes de streaming, les Amazon, les Netflix, les Disney+, tout ce que vous voulez, doivent participer ou peuvent participer à la production locale. C'est très important parce que c'est bien beau d'arriver dans un marché comme la France, qui est un marché extrêmement dynamique culturellement, un très gros marché de cinéma, mais tout simplement, il suffit pas d'y arriver avec des gros sabots plaqués or et des panzers remplis de dollars pour pouvoir écraser tous ceux qui y travaillent depuis longtemps. Donc, il faut encadrer, quels sont, on va dire, les investissements obligatoires pour des plateformes, quels sont, en gros, leur marge de manœuvre, l'argent qu'elles doivent réinvestir dans le cinéma français
pour avoir le droit de rentrer sur notre marché. Donc ça, c'est une partie. Et puis, il y a une deuxième partie, c'est la énorme négociation qui est menée actuellement sur la chronologie des médias. Vous le savez, la chronologie des médias, c'est ce truc sur lequel beaucoup trop de gens aiment beaucoup taper en disant « Eh ouais, mais du coup, les films peuvent pas sortir en même temps en plateforme et en même temps au cinéma. Il faut attendre 3 ans, c'est pas juste, c'est trop long, c'est tellement long, il faut que je pirate. » Bon, peu importe, vous pensez, vous faites ce que vous voulez, c'est votre responsabilité. En tout cas, ces négociations sont importantes parce que, quand bien même, moi je suis un fervent défenseur de la chronologie des médias, il me semble évident qu'il faut, en permanence, l'adapter, la transformer, la rendre suffisamment souple pour qu'elle donne des fenêtres intéressantes, pertinentes, qu'elle permette d'avoir plusieurs guichets, parce que tout simplement ça veut dire plus de variété d'œuvres. Bref, qu'est-ce qui se passe pendant ces négociations? Eh bien, il est question effectivement d'assouplir, de modifier la chronologie des médias, notamment en faveur des plateformes. Or, Canal+ n'est pas d'accord, c'est-à-dire non pas que Canal+ soit, je pense, fervent opposant à la chronologie des médias, mais Canal+ dit, en gros, moi je vais me retrouver dans une situation de concurrence déloyale. Pourquoi? Canal+ bénéficie d'une fenêtre de diffusion, d'une chronologie des médias aménagée. Tout simplement, Canal a le droit de diffuser des films 6 à 8 mois après leur sortie en France, en échange de quoi Canal+ a des obligations d'investissement dans le cinéma qui sont beaucoup plus importantes que les autres chaînes, que les autres acteurs privés du secteur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Canal+ est le principal investisseur privé du cinéma français. En 2020, la chaîne revendique un investissement dans le cinéma français à hauteur de 150 millions d'euros. C'est énorme, c'est même vital, décisif pour des dizaines et des dizaines, sinon des centaines de films chaque année. Et donc, en gros, Canal dit, mais attendez, si vous aidez trop les plateformes, on va se retrouver dans une situation où elles seront pas obligées d'investir autant que nous, voire même, elles pourront investir nettement moins que nous, et elles auront quand même une chronologie des médias presque aussi avantageuse que la nôtre. Et donc, Canal+ a fait savoir qu'il n'hésiterait pas, s'il estimait que la situation lui était défavorable, à se transformer en plateforme pour pouvoir jouir des mêmes conditions. Alors là, ça a plusieurs conditions. Déjà, premièrement, si ça devait arriver, ça n'arrivera pas tout de suite, parce que Canal+ a renouvelé en décembre 2020 sa fréquence, ce qui lui permet en gros d'être une chaîne de télé, donc ça ne pourrait pas arriver avant 3 ans. Mais 3 ans, en termes de vie, de rythme, de cycle de production, c'est quand même très rapide. On va dire, c'est une grande inspiration. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une centaine de réalisateurs et de réalisatrices qui ont publié dans Le Monde une tribune disant qu'il fallait faire extrêmement attention et qu'ils ne signeraient pas les négociations entre secteurs qui sont en train d'avoir lieu s'ils estimaient que ça affaiblissait et que ça fragilisait le financement du cinéma français. En gros, tout simplement, ils disent non, arrêtez, si Canal+ s'en va, ça va mal se mettre. Alors, j'ai vu déjà un peu sur les réseaux sociaux des gens qui s'agacent de voir des gens qui auraient plein de subventions, gna gna gna, venir se plaindre. Bon, alors déjà, ils sont en train de parler d'investissement privé. Donc, oubliez votre question de « Ah là là, le cinéma français est trop subventionné ». Ça n'est littéralement pas la question là. C'est pas ça. On est en train de parler de l'investissement privé, de l'investissement des chaînes et des plateformes. Et puis, tout simplement, après, donc, nos amis réalisatrices et réalisateurs se soient plaints des possibles faiblesses, des possibles failles de cette réforme, en gros d'une réforme qui viendrait trop libéraliser les investissements dans le cinéma. Vincent Maraval, qui est un producteur et distributeur, qui dirige White Bunch, qui est quelqu'un de très important dans le paysage cinématographique français, s'est fendu d'un petit tweet pour dire tout le bien qu'il pensait de cette tribune. Petit tweet un peu salé, donc, où il qualifie les réalisateurs et réalisatrices d'idiots utiles du système, et en particulier d'idiots utiles de Canal+. Alors, qui a raison là-dedans? Eh bien, je pense que les deux, et les réalisateurs et Vincent Maraval, ont raison, ou en tout cas n'ont pas tort. Les réalisateurs ont tout à fait raison de pointer un fait très simple, c'est que tous les pays où on a affaibli les systèmes d'obligation de production, on va dire les systèmes d'interdépendance entre les différents acteurs privés du secteur, eh bien là où on a trop libéralisé, tous les cinémas nationaux ont été balayés. L'Italie est un cas d'école, Berlusconi a très littéralement tué le cinéma italien dans les années 80, mais l'Espagne se porte pas bien mieux, même si l'Espagne produit d'excellents films de genre. Si vous regardez le nombre de films qu'elle produit chaque année, c'est très faible, et en général, je parle même pas du cinéma allemand, bref, le cinéma anglais n'existerait pas sans, on va dire, la greffe de dollars du cinéma américain et le fait que le cinéma américain vienne l'abonder, notamment en tournant beaucoup à Pinewood et sur l'île de Man. Bref, en réalité, en Europe, il y a guère que le cinéma français qui est encore une industrie. Et les réalisateurs et les réalisatrices ont tout à fait raison de pointer le fait que en menacer les équilibres ou en menacer certains guichets importants, c'est prendre le risque de le détruire et de l'affaiblir durement. Ça, c'est tout à fait vrai.
En revanche, là où Vincent Maraval pointe quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il est de toute façon très dangereux et à long terme nécessairement toxique d'être trop dépendant d'un seul acteur, comme c'est le cas aujourd'hui du cinéma français qui est très dépendant de Canal+. Pourquoi? Parce que si vous dépendez d'un seul guichet, et ben si ce guichet casse, si ce guichet ferme, vous êtes, j'allais utiliser une expression extrêmement vulgaire, mais en tout cas vous y êtes jusqu'au cou. Eh bien aujourd'hui ce qu'on voit, c'est qu'en gros, soyons réalistes, si Canal+ souhaite sortir de cette position, on va dire, de super guichet du cinéma français, de super investisseur du cinéma français, Canal+ finira par y arriver. Canal+ finira par le faire. Donc, plutôt que d'essayer de tordre le bras de la chaîne, plutôt que d'essayer en permanence de l'accommoder, alors que manifestement, il semblerait que son patron Vincent Bolloré soit pas décidé en tout cas à garder le statu quo, ben, il y a intérêt à réfléchir non pas à comment maintenir coûte que coûte cet équilibre qui n'en est plus un, mais il va bien falloir le renouveler, il va bien falloir repenser le système d'investissement du cinéma français, c'est une des conditions de sa survie. Moi je fais partie de ceux qui pensent que ça n'est pas en le libéralisant plus qu'il marchera mieux, parce que le cinéma est une industrie du prototype, qui a besoin en fait de sécurité collective, qui a besoin d'un maillage important pour survivre et pour tenir, et ne me dites pas « le cinéma américain n'est pas subventionné !» On vous en a déjà parlé dans une autre vidéo qu'on mettra en description, mais non, le cinéma américain a des systèmes de facilitation pour mieux s'exporter, des systèmes de facilité pour être financé au moment du tournage, bref, un cinéma purement libéralisé, ça n'existe pas, ou c'est du moins quasiment inconcevable, c'est une industrie qui représente trop de risques, et en plus de ça, c'est le secteur de la culture, un secteur qui est important dans notre histoire, dans notre pays, qu'on met en avant, bref, on a intérêt à penser à sa sauvegarde et à sa stabilité. Mais est-ce qu'il a besoin de réformes? Oui, de toute évidence, oui. Autre sujet, mais qui n'est pas moins intéressant, eh bien il y a une polémique, ou en tout cas une discussion très vive qui est apparue quand on a découvert que le fameux Pepe Le Putois, Pepe Le Pew en anglais, avait été dégagé de Space Jam 2. Eh bien écoutez, déjà comme quoi on sera arrivé à parler de Space Jam 2 dans les news, comme quoi tout arrive, même des choses tragiques. Bref, qu'est-ce qui est arrivé à Pepe Le Putois? Eh bien on a appris ces jours derniers qu'une scène du film, dans laquelle Pepe Le Putois, comme d'habitude, se comportait comme un gros forceur et agressait sexuellement un personnage féminin, se faisait faire la leçon par le héros basketteur du film, LeBron James, si je dis pas de bêtises, qui, en gros, lui mettait une tannée et lui expliquait en quoi le consentement, c'est important. Eh bien, finalement, cette scène a été purement et simplement expurgée du film, elle ne sera pas dedans, on ne verra donc pas Pepe Le Putois. Alors bien sûr, beaucoup de gens ont tout de suite crié à la cancel culture, disant « Ah mon Dieu, encore des foudres, des hordes de minorités tyranniques qui ont eu la peau de notre belle culture et de nos souvenirs de jeunesse. » Alors, est-ce que c'est le cas? Non. Pour une raison extrêmement simple, c'est que personne n'a demandé la peau de Pepe Le Putois. Il n'y a pas eu de militantisme en ligne, il n'y a pas eu de demande, il n'y a pas eu de pétition, que sais-je encore. Personne n'est allé demander la peau de Pepe Le Putois. Pepe Le Putois n'a d'ailleurs pas été annulé, puisque il a disparu de nulle part. Toutes les œuvres qui contiennent Pepe Le Putois, tous les courts-métrages dessins animés de Chuck Jones existent toujours et il n'est pas prévu qu'ils disparaissent. Pepe Le Putois est donc toujours une réalité pour qui aime regarder une caricature de gros français forceurs. Il n'a donc pas disparu. En revanche, moi ce qui est intéressant, à titre très personnel pour le coup, je préfère très nettement qu'on ne mette pas le personnage dans le film plutôt qu'on l'utilise pour faire une leçon de morale. Je pense que le cinéma n'est pas une affaire de puritanisme et de morale, on n'a pas à dire aux spectateurs, du moins certainement pas d'une manière aussi bourrine, ce qui est bien ou ce qui est mal, le cinéma n'est pas une affaire de curé, et par conséquent, je n'ai pas particulièrement envie qu'on utilise un personnage pour littéralement faire une leçon de catéchisme au milieu d'un film. Quand bien même je suis absolument d'accord avec le message qui est donné. Je considère que c'est pas le rôle du cinéma, et qu'en plus c'est pas le rôle d'un cerveau humain d'être traité avec autant de bêtises et de simplicité. Mais au-delà de ça, il n'est pas annulé, Pepe Le Putois. Pepe Le Putois, il vient un truc qui s'appelle la désuétude. C'est un personnage qui est assez particulier parce que, donc, vous savez, c'est ce putois qui a des attributs français et qui pourchasse des femelles putoises, des femelles, et les force systématiquement, et en général, qui gagne, qui triomphe, assez souvent. C'est-à-dire que c'est pas un personnage, on ne rit pas du personnage, on ne se moque pas de Pepe Le Putois, on rit avec lui. D'ailleurs, vous remarquerez, comme beaucoup d'autres personnages de dessin animé, il fait énormément d'adresses aux spectateurs. On est son complice. Son complice, attention, hein, je sortais pas les grands mots, ni les fourches, ni les torches, je veux dire, on est son complice, on a de la complicité avec lui. Je parle d'un affect sympathique, pas de la complicité dans le sens pénal. Quoique pénal. Bref, et donc, ce que je veux dire, c'est que, par conséquent, aujourd'hui, il n'y a plus tant de gens que ça fait marrer de partager de la complicité avec un gros forceur. Et que, par définition, il est tombé en désuétude. Rappelez-vous, il y a un très joli et très triste passage là-dessus dans Roger Rabbit, quand Betty Boop dit à au héros, joué par Bob Hoskins, en regardant Jessica Rabbit, genre, regarde, je suis en noir et blanc, on n'en fait plus des comme moi. Et oui, elle tombe en désuétude. Ce sont des choses qui arrivent quand les thèmes d'une œuvre, les thèmes d'un personnage, ses motifs, ses obsessions, ses enjeux ne sont plus
tout simplement en accord avec l'époque dans laquelle il se passe, bah, tout simplement, on s'y intéresse moins, il disparaît. Et moi, je vous fais le pari, par exemple, qu'il y a des personnages qui ne seront pas attaqués ou jamais vraiment remis en cause. Regardez un personnage comme le loup de Tex Avery. Parce que j'ai vu aussi des gens comparer Pépé le Putois au loup, en disant, bah, le loup, on s'y attaque pas, le loup de Tex Avery qui est là avec ses grands yeux, sa petite moustache et sa langue, qui imite Jim Carrey dans The Mask. Mais pourquoi est-ce qu'on s'attaque pas à lui? Bah parce que c'est pas du tout la même histoire de personnage. Le loup, il ne s'adresse pas à vous en vous disant, on est copains tous les deux. Le loup, à l'origine, c'est une caricature d'Adolf Hitler. Qu'est-ce que c'est sa tenue au loup? C'est la tenue typique du mafieux des années 30. C'est-à-dire que c'est un personnage négatif, caractérisé négativement. Et par conséquent, il vieillit beaucoup moins en regard de son comportement avec la gente féminine. Il vieillit beaucoup moins dans la manière dont on peut le juger. Donc logiquement, il est moins touché par cette désuétude-là. Alors vous me direz, oh là là, mais c'est de la censure. J'en suis honnêtement pas convaincu. Je pense que c'est un personnage qui est vieillot, qui est ancien. Si vous regardez un film comme Planète Interdite, vous verrez que le comportement des hommes dans le film, vis-à-vis de l'unique personnage féminin, est ahurissant. Et ahurissant, que vous soyez féministe ou pas, que vous soyez de droite, de gauche, humaniste, droite de l'homiste, que sais-je. Quel que soit votre penchant politique, vous allez très sûrement vous dire, genre, waouh, on racontait les histoires comme ça en 56, et pourtant personne n'attaque Planète Interdite en disant « Eh là là, qu'est-ce que c'est horrible !» Non, c'est tout simplement une représentation des rapports femmes-hommes, des rapports sociétaux, des rapports de domination, qui a changé, qui est désuète, et donc, elle disparaît. C'est la même chose dans l'histoire des idées, c'est la même chose dans l'histoire des formes, et je crois que c'est ce qui est en train d'arriver à Pépé le Putois, et que ça n'est pas très grave. Ensuite, on va vous faire nos recos de fin de semaine. Alors d'abord, on vous encourage à aller lire sur Écran Large l'excellente critique du très mauvais Cherry. Elle est très bonne, elle est publiée, elle est en ligne. Il y a le lien dans la description de cette vidéo. Mais surtout, on voulait vous encourager à aller regarder des bandes annonces qu'on a mises sur le site. Parce qu'on vous dit souvent que le cinéma français, il est varié, il est vivant, il est divers, il est créatif. Et la preuve en 3 bandes annonces de 3 films qu'on attend. Le premier, il s'appelle Oxygène, il est réalisé par Alexandre Aja. On trouve dedans Mélanie Laurent, il sortira sur Netflix. Et bien, Oxygène, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se réveille dans un caisson à oxygène, qui perd de l'oxygène, elle va donc manquer d'oxygène et devoir sortir. On n'en sait pas beaucoup plus, le teaser est plutôt alléchant et on est assez curieux de voir ce qu'un excellent réalisateur comme Alexandre Aja, à qui on doit notamment La colline à des yeux, on est très curieux de voir ce qu'il va faire de ce pitch minimaliste. Regardez donc aussi la bande-annonce de Méandre. Méandre, en gros, pour vous le dire simplement, c'est cube dans un tube. Putain, j'adore cette tagline, ça me donne envie de faire des blagues genre apéricube, bref, c'est stupide, mais tant pis. La bande-annonce est extrêmement sympa, elle est très étonnante, elle promet un truc un peu tendu, un peu vénère, assez pervers, assez vicieux, bref, du bon cinéma de genre, simple, minimaliste, avec un concept comme on a envie d'en voir plus souvent, c'est aussi un film français. Et puis, une autre bande-annonce que vous pouvez aussi voir sur Écran Large, et dont le lien est toujours dans la description de cette vidéo, c'est la bande-annonce de Président. Président avec Jean Dujardin, qui interprétera un pseudo-Sarkozy, pas le vrai Sarkozy, aux côtés de Gatbois qui lui interprétera un pseudo-François Hollande, pas le vrai François Hollande. Alors cette bande-annonce, c'est un peu le sommet du vertige de la gêne, mais vraiment, elle est très très malaisante. Je sais pas trop quoi en penser, sinon que ce que je trouve malaisant et bizarroïde, en général, ça a un peu d'intérêt, parce que le bizarre, par définition, sort de l'ordinaire. Je n'ai aucune idée de ce que peut bien donner le film, et je me demande ce que peut donner un long métrage qui mélange ainsi réel, fiction, hommage, transformation, double, caricature, voilà. C'est assez difficile de s'en faire une idée pour l'instant, mais ça en fait un objet d'intérêt, et c'est une manière de vous rappeler que voilà, en 3 films, on voit 3 propositions différentes de metteurs en scène et de réalisatrices, vu que Président est réalisé par Anne Fontaine, qui encore une fois font, moi je trouve, un assez joli panorama du cinéma français. Panorama du cinéma français dont on vous causera bientôt, vu que quelques heures après l'enregistrement de cette vidéo auront lieu les Césars. On espère que vous les regarderez, que vous passerez un bon moment. Quoi qu'il en soit, pour survivre aux Césars, c'est bien connu, il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, partagez cette vidéo, abonnez-vous, mettez des pouces de couleur, commentez, dites-nous des choses affreuses, insultez-nous, insultez surtout nos mamans, parce que moi, pendant ce temps-là, je m'occupe de la vôtre.